C'est le débat de ce Smart Impact avec Grégory Ackermann. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargé de recherche en sociologie à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On est également en duplex avec Nicolas Verzotti. Bonjour, agriculteur dans le Vaucluse, la ferme du Colibri. Bienvenue à vous. On va peut-être commencer par le constat, Grégory Ackermann. On va parler ensemble de cette idée qui est déjà testée à Montpellier de sécurité sociale de l'alimentation. Mais il y a d'abord ce constat de la précarité alimentaire qui touche 16% de la population en France. Peut-être une double question. Quand on parle de précarité alimentaire, c'est quoi? On manque un repas, on ne peut pas se payer 3 repas par jour, j'imagine. Et puis, est-ce que cette proportion, 16%, elle est plutôt en augmentation? La précarité alimentaire, il y a 2 formes de précarité alimentaire. Une précarité alimentaire quantitative, c'est le chiffre que vous donnez, qui est en fait une question qui est posée. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas avoir assez à manger? Et là, les gens, donc, il y a 16% de la population qui a répondu à cette question de manière positive dans le sondage du Crédoc et qui est en légère augmentation par rapport aux années précédentes. Quand on pose la question plutôt qualitative, est-ce qu'il vous arrive de ne pas pouvoir acheter tous les produits que vous souhaiteriez acheter? Là, on arrive à des chiffres qui sont bien plus importants, autour de 30 ou 40%. Donc, selon la manière dont on mesure la précarité alimentaire, on peut atteindre des chiffres qui sont assez importants. Avec forcément, j'imagine, depuis 2 ans et l'inflation, ce que vous décrivez là, c'est-à-dire on se prive de certains produits, c'est encore plus important. Ah oui, tout à fait, parce que l'inflation, surtout sur les produits alimentaires, a été très importante. Donc on voit une hausse de la précarité alimentaire dans les différents sondages qui sont produits. Nicolas Verzotti, peut-être une question, on parle du prix là. Est-ce que cette question du prix, c'est pour vous au cœur de ces enjeux du bien manger, d'une alimentation saine, d'une alimentation accessible à tous? Alors bien entendu, en fait, que ces questions de prix, de revenus sont à mettre sur la pile des sujets, en tout cas, à traiter. Et j'acquiescerai dans ce constat que nous faisons, nous, côté CIVAM, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, c'est que, on le dit d'une autre manière, on a un système alimentaire qui est à bout de souffle. On a fait le choix de déléguer au marché son organisation. Or, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'opacité, que les effets délétères se font ressentir d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, et notamment chez les plus précaires. Comme Grégory Ackermann l'a rappelé, en fait, cette idée de précarité alimentaire est bien présente. Et on peut dire que les effets se font sentir notamment en amont, pour nous, côté agriculteurs. C'est pour ça que je parlais d'opacité du système alimentaire et qu'il est important de pouvoir réfléchir et penser des solutions à la hauteur des enjeux, des projets politiques et des solutions à la hauteur de cet enjeu. Alors, parmi ces idées, ces solutions, il y a donc cette sécurité sociale de l'alimentation. Je l'ai dit, elle était expérimentée à Montpellier. Grégory Ackermann, peut-être une définition pour commencer. De quoi on parle? De quoi s'agit-il? Oui, c'est un projet qui est porté par un certain nombre d'associations et qui propose un système un petit peu comme la sécurité sociale de la santé, qui reposerait sur un peu 3 piliers. Un premier, ça serait on pourrait acheter de l'alimentation dans des lieux conventionnés, donc des lieux qui ont été décidés de manière démocratique par des citoyens. D'autre part, qui soient financés sur les cotisations, donc cotisations salariales ou patronales, et puis qu'il puisse y avoir une alimentation donc de qualité qui puisse être bonne pour la santé, qui permette de faire vivre les agriculteurs et aussi de promouvoir une bonne santé. Vous me disiez avant que l'interview démarre que ça a été un peu imaginé dans la continuité de la crise Covid, que notamment France Relance a permis de lancer cette expérimentation. On est à peu près à 1 an aujourd'hui de fonctionnement normal. Quel bilan vous en faites? Comment ça marche à Montpellier? Alors comment ça marche à Montpellier? Donc on a constitué un comité citoyen qui est chargé de gérer un budget. Ce budget, il permet aujourd'hui à environ 400 personnes de recevoir 100 € chaque mois pour aller dépenser dans des lieux qui ont été donc conventionnés par ce comité. Et en fait, ils le reçoivent en échange d'une cotisation qui est libre. Ils peuvent mettre entre 1 € et 150 € pour recevoir 100 € chaque mois. Et donc, c'est un dispositif qui est ouvert à tous, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la SSA, il y a aussi la dimension universelle, donc c'est l'universalité. Donc là, on a bien sur ce dispositif cette dimension universelle où tout le monde peut participer, qu'on soit pauvre ou qu'on soit plus aisé. Et ça permet vraiment à toute la population de pouvoir rentrer dans ce dispositif
dispositif-là. Donc ces 400 personnes, aujourd'hui, elles peuvent dépenser dans environ une quarantaine de points de vente qui ont été... Ce sont des magasins uniquement? Ça peut être des agriculteurs justement avec une vente directe C'est les deux, donc il y a une quarantaine, il y en a à peu près une trentaine de producteurs qui donc vendent en direct leurs produits sur des marchés de plein vent. Et d'autre part, on a des magasins qui sont plutôt des magasins spécialisés, soit bio, soit des épiceries participatives ou aussi des groupements d'achat. Et donc ça permet dans certains lieux d'avoir une offre assez complète de produits et dans d'autres lieux comme les marchés de pouvoir rencontrer les producteurs et acheter directement leurs produits. Nicolas Verzotti, cette sécurité sociale de l'alimentation, j'imagine qu'elle va dans le bon sens pour vous. Est-ce que c'est aussi un levier pour développer une agriculture différente, une agriculture plus durable? Absolument, c'est la réponse, une des réponses appropriées. Et notamment, un des piliers, donc, comme il vient d'être évoqué, de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est le conventionnement démocratique. Donc, où là, il s'agit en fait de manière démocratique de pouvoir sélectionner les produits, les professionnels qui sont éligibles à la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, partant, de pouvoir vraiment, de manière démocratique, orienter nos systèmes de production vers la nécessaire transition écologique qu'on doit opérer, puisque, en fait, pour répondre au changement climatique, pour répondre à ce qui, encore une fois, aux enjeux à la fois environnementaux et sociétaux qui se présentent à nous, il faut faire cette transition. Et que là, de façon démocratique, à travers le conventionnement, on peut le faire. Le conventionnement, en fait, c'est donc un des piliers de la SSA et c'est un outil de sortie du tout marché. C'est-à-dire que ce n'est plus le marché qui décide de ce qu'on produit ou de la manière dont on le fait. Là, c'est le monde agricole avec ses concitoyens réunis qui vont justement en fait produire en fait les normes de production et tout ce qui les accompagne. Pardon de vous interrompre. Est-ce que ça répond, Nicolas Verzotti, aussi à la question, enfin, au fait d'assurer un revenu décent, plus décent aux agriculteurs? Exactement. C'est là où j'allais venir, en fait, c'est que le fait d'être tous autour de la table, là, donc encore une fois, le comité citoyen, par exemple, là, sur l'expérimentation de Montpellier, a été accompagné notamment par les CIVAM pour aller faire des visites de ferme, comprendre les problématiques des agriculteurs. D'ailleurs, les CIVAM ont accompagné la création d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, c'est un groupe de maraîchers, de fermes maraîchères, qui est en lien avec le comité citoyen. Et ça a été donc l'occasion de pouvoir tous ensemble, en fait, bien comprendre les problématiques qui se présentent au niveau de nos fermes, du monde agricole. Et pour la construction des prix, par exemple, le dialogue est direct et le dialogue est d'autant plus détendu que tous les enjeux sont bien compris par chaque partie. Donc on est enthousiaste à cette idée qu'en introduisant de la démocratie dans l'économie, on apporte des solutions sur différents enjeux qui se présentent à nous. Grégory Ackermann, comment on passe à l'échelle? Parce que là, voilà, expérimentation, 1 an, Montpellier, 400 personnes, bon, ça reste une petite échelle. Je crois que ça devrait être testé à Paris, si j'ai bien compris. Voilà, c'est quoi l'objectif là? Bon, normalement, Paris devrait lancer une expérimentation en septembre. Il y a d'autres villes qui souhaitent lancer des expérimentations. Il y en a à Grenoble, il y a la Gironde aussi qui a déjà lancé une expérimentation. Alors, comment on change d'échelle? Déjà, on expérimente, parce que ça, c'est important. Et puis, au-delà de l'expérimentation, on évalue. C'est pour ça qu'à Montpellier, on a un certain nombre de chercheurs, dont je fais partie, qui évaluent et qui cherchent à regarder quels sont les impacts. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, Exactement. Ce qui est duplicable, ce qui ne l'est pas, etc. Tout à fait, parce que tant qu'on n'a pas évalué, on ne peut pas savoir quels sont les bons chemins pour pouvoir changer cette échelle-là. Il y a quand même des pistes, parce que donc on a notamment dans le comité scientifique, on a un groupe de travail qui travaille sur cette question de changement d'échelle. D'ailleurs, c'est aussi en lien avec des étudiants de l'université de Paul Valéry, accompagnés par Jean Cartelier, et qui analyse plusieurs hypothèses pour essayer de changer d'échelle. Ce qu'il faudrait, c'est déjà avoir en tête certaines idées sur le pourcentage que ça représenterait pour le salaire, par exemple. Ça serait autour finalement de 6% qu'il faudrait prendre. Cotisation supplémentaire. Voilà, de cotisation supplémentaire. Donc du côté des cotisation des salariés et des patrons. Et des patrons, voilà. Et ce qui permettrait, et ce qui permettrait de cette manière-là justement de toucher au moins tous les salariés. Est-ce qu'il faut passer, pardon d'interrompre, est-ce qu'il faut passer par une loi?
forcément, pour ensuite le mettre en place dans toute la France. Si on veut vraiment... On est dans une démarche très collaborative, très citoyenne. Aujourd'hui, en fait, c'est les collectivités territoriales qui portent aussi, qui accompagnent ces expérimentations et qui les financent. C'est vrai que si on veut passer à l'échelle de la France, il faudra que ça passe par une loi, parce que les cotisations patronales et les cotisations salariales, ça peut pas être juste les entreprises qui décident de leur côté, encore que je pense qu'on doit pouvoir convaincre aussi peut-être certaines entreprises de pouvoir se lancer dans ces systèmes en offrant un service supplémentaire à leurs salariés. Est-ce que ça aurait un coût pour le budget de l'État également, parce qu'on est en pleine période au contraire de réduction de dépenses et d'austérité? Aujourd'hui, par exemple à Montpellier, sur 100 € qui sont dépensés par les participants, en fait on a 60% qui est fourni par les cotisants eux-mêmes. Donc ça veut dire que là, les participants fournissent 60% déjà de l'argent du budget qui est dans la caisse. Donc ensuite les 40% de plus, je pense qu'on doit pouvoir demander plutôt des contributions aux entreprises ou bien trouver des formes de financement qui pourraient être peut-être mixtes entre des collectivités territoriales, des entreprises et puis une cotisation des salariés. Un dernier mot, Nicolas Verzotti, est-ce que ce type de projet, d'initiative, de perspective politique, c'est aussi un moyen de donner encore plus, je dis bien encore plus de sens à votre métier? Absolument. Et j'insisterai d'ailleurs, une petite réaction pour ce qui a été dit avant, vous avez fait remarquer que est-ce que ça coûterait de l'argent à l'État? Mais l'argent de l'État, c'est qui? C'est nous qui fournissons cet argent à l'État. Et par ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas certain que moi et mes concitoyens, on puisse être à la décision de comment allouer cet argent-là pour encourager telle ou telle pratique agricole, par exemple. Voilà. Or là, dans ce système de sécurité sociale de l'alimentation, il y aurait, encore une fois, une voie démocratique très importante à travers du pilier du conventionnement qui nous permettrait de le faire. Donc vous voyez que la voie est heureuse, la voie ouverte et heureuse pour le monde paysan qui aujourd'hui est plutôt accablé, et très accablé. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette idée déjà testée de sécurité sociale de l'alimentation. On passe à notre rubrique Start-up.